Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. Bon, encore désolé pour le raté de la semaine dernière. C'est comme ça arrive. J'en profite pour vous rappeler que quand il y a un petit couac, je communique systématiquement dans l'onglet communauté où je mets un petit message. Et d'ailleurs, je vous remercie pour tous vos petits messages de rétablissement. Ça fait toujours chaud au cœur. Mais bon, trêve de bavardage. Maintenant, on va bien. Enfin, moi, je vais bien. J'espère que vous aussi. Et on commence cette vidéo sans plus attendre. Bon, très honnêtement, moi, les fêtes de fin d'année, c'est pas trop mon truc, voire même pas du tout. Mais je comprends que ça puisse mettre en joie, que les préparatifs puissent être excitants quand ça se passe bien, qu'une belle réunion de famille, ça puisse être motivant. Bref, il y a plein de choses positives autour de Noël, et ça, je ne saurais le nier. C'est juste que ça me parle moins. Qu'importe. Je pense à vous aujourd'hui parce que on va parler d'un calendrier de l'Avent. Avant tout, un petit peu de contexte, parce que je pense que ça parle quasiment à tout le monde, mais peut-être que vous n'en connaissez pas forcément les significations et les origines. Le calendrier de l'Avent, qui ne s'écrit pas A-V-A-N-T, mais A-V-E-N-T, c'est tiré du latin Adventus, qui veut dire l'arrivée, et non pas l'avant comme période d'avant, même si on pourrait confondre les choses. L'arrivée de quoi? L'arrivée du Christ sur Terre, puisque Noël, c'est la célébration de naissance de Jésus. À la base, dans notre civilisation judéo-chrétienne. Bref, le calendrier de l'Avent a été conçu en Allemagne à la fin du 19e siècle, et s'était constitué d'images pieuses pour les enfants, où chaque matin, ils avaient le droit d'ouvrir et d'avoir une image religieuse en attendant la grande célébration. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui tourne autour vraiment de la religion, la spiritualité, et on est très très loin du mercantile. Et donc, ce concept germanique a réussi à s'exporter et à devenir quelque chose d'assez courant dans les foyers, partout à travers le monde, du moins le monde occidental, et les images pieuses ont commencé à laisser place à des confiseries, des petits jouets, des petits objets, et aujourd'hui, on va pas se mentir, quasiment toutes les marques, même les très grandes marques prestigieuses, proposent un calendrier de l'Avent avec à l'intérieur des miniatures de leurs produits ou des choses assez rigolotes. Il y en a pour tous les goûts, toutes les formes, bref, et surtout tous les budgets. Par contre, sur 24 cases, dans ce qui se mange, il y a des probabilités que tout ne soit pas vraiment vegan. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est un calendrier de l'Avent complètement vegan, et Koro en propose un. Et laissez-moi vous dire que ça envoie, c'est le gros calendrier de l'Avent, hein. Il y a du volume, il y en a des choses là-dedans, et je ne vais pas vous spoiler, je ne vais pas l'ouvrir. Alors bien sûr, on va en parler quand même un petit peu, mais je préfère vous laisser la surprise parce que c'est ce qui fait le charme d'un calendrier de l'Avent, c'est la surprise. On ne sait pas ce qui se cache derrière chaque case. Bon, je pose ça là parce que c'est pas que ce soit excessivement lourd, mais quand même, à force, ça pèse. Dans ce calendrier de l'Avent, vous allez retrouver des snacks sucrés ou salés, tout simplement, dans la qualité des produits Koro qu'on connaît bien, que je vous présente très régulièrement. Et il y a son lot certainement de découvertes parce que vous ne les avez peut-être pas déjà essayé, parce que il y a du choix et qu'à un moment, il faut faire un choix, on peut pas tout essayer. Donc là, ça sert aussi finalement d'une entrée de découverte sur certaines références qui vont peut-être fait de l'œil à un moment et que vous n'avez pas eu l'occasion de tester. Et on parle bien de snacks, mais aussi parfois de petits beurres d'oléagineux. Il y a des petits pots dedans, je le sais. J'ai lu quand même. Sur le site, il y a pas beaucoup d'indices, mais on comprend vite que dedans, il y a de quoi se régaler. Alors bien sûr, quand on parle de snack, on parle plutôt de produits sains, équilibrés, énergétiques, hein, pas des grosses barres chocolatées gavées de sucre. On est toujours sur des oléagineux, des choses qui font du bien. Voilà. Et ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Au contraire, pour avoir déjà goûté énormément de choses de chez Koro, je peux vous dire qu'à chaque fois, il y a du plaisir. Donc, quand en plus, on est sur la garantie d'une boîte avec tout complètement vegan et pas de mauvaise surprise, moi je dis
Si vous aimez les calendriers de l'Avent, là, vous devriez vous y intéresser. Par contre, attention, sur le site Coro, il y a 2 calendriers de l'Avent. Il y en a un qui n'est pas vegan et un qui est pas vegan. Donc, prenez bien le bon. Et bien évidemment, hein, n'oubliez pas d'utiliser mon code de réduction, moins 5% sur votre commande, quoi que vous preniez sur le site. Et c'est avec le code Sébastien Cardinal, comme d'habitude. Donc, dépêchez-vous, le calendrier de l'Avent, c'est quand même une édition limitée, il n'y en aura pas pour tout le monde, c'est un produit saisonnier, comme c'est évident, et c'est le moment ou jamais d'en profiter. Bon les amis, aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir un autre aspect de mon activité professionnelle, à savoir que, hormis YouTube, les réseaux sociaux, les livres, je suis aussi régulièrement ce qu'on appelle un chef consultant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais bosser pour des restaurants, pour leur recréer des plats, soit temporaires, avec des éditions limitées, certains le savent. Mais là, on passe à un autre niveau. Je suis à Montmartre, au pied du Sacré-Cœur, et derrière moi, Sweet Romance. Eh bien oui, c'est une histoire de romance avec eux, puisque ils m'ont confié la lourde tâche de revisiter toute la carte à ma manière. Déjà, de base, Sweet Romance, c'est vraiment un restaurant que j'apprécie énormément, tout particulièrement pour les brunchs, mais pas que. Et j'ai vraiment été très très heureux quand ils m'ont proposé qu'on travaille ensemble pour aller un peu plus loin et affirmer une identité qui est peut-être un des points qui leur manquait, parce qu'ils ont une tendance à tout faire, dans tous les genres, bien, mais il manquait une orientation. Donc moi j'ai dit, vous voulez une petite touche française, vous voulez qu'on aille sur des choses un petit peu différentes de ce qu'on trouve ailleurs, let's go. Et ils m'ont dit oui. Donc aujourd'hui je vais vous faire découvrir quelques plats de la nouvelle carte, et puis vous montrer un peu d'autres choses que vous pouvez vous attendre à trouver dès à présent chez Sweet Romance. Bon voilà, j'ai entre les mains la nouvelle carte Sweet Romance que je vais découvrir, puisque j'ai travaillé sur les concepts en cuisine, mais voilà, le visuel, je ne le connais pas encore. Alors, si vous êtes habitué de Sweet Romance, vous allez avoir des différences, mais aussi des points communs, parce que j'ai pas tout changé quand même. Il ne faut pas exagérer. Alors, par exemple, la salade de lentilles au lardon végétal, un grand classique, une petite entrée bien sympathique et réconfortante. Ensuite, nous avons la salade César avec la laitue romaine, un simili blanc de poulet incroyable, les croûtons, la sauce au parmesan végétal, qui est vraiment le typique de la César salade. J'ai vraiment essayé de coller au plus proche de la tradition de cette salade très très appréciée. Donc, vous me direz ce que vous en pensez, mais pour l'instant, il n'y a que des très très bons retours, ce qui fait plaisir. Ensuite, toujours dans cette idée de poulet végétal, on a le blanc sauce moutarde. Et là, on est sur le meilleur simili blanc de poulet que j'ai pu manger à l'heure actuelle, qui est retravaillé à ma façon avec ce qu'on appelle un beurre pommade à l'estragon et à la moutarde à l'ancienne, donc un insert de margarine, vous l'aurez compris, avec une crème généreuse avec les mêmes saveurs, servie avec des petites poignées de légumes et du riz. Voilà, on est bien, ça va être bien équilibré, très savoureux, et je pense que vous n'avez jamais mangé franchement un simili poulet comme ça. Autre nouveau plat emblématique dont je suis très fier, c'est le filet à la parisienne. Je vous ai déjà parlé de Foodtech, de ce fameux filet imprimé en 3D de chez Redefine Meat. Eh bien, oui, on le sert. Alors, cuisiné aux petits oignons, si j'ose dire, puisqu'une sauce oignon rouge, vin rouge, avec une purée de pommes de terre à l'ancienne, des petits champignons rôtis. C'est le petit plat réconfortant avec la French touch que j'attendais. Vous aussi, vous allez pouvoir en profiter, donc n'hésitez pas.
C'est vraiment une expérience. Si vous avez jamais mangé un simili comme ça, vous risquez de vous dire qu'on a fait des sacrés progrès depuis les vieux hachés de soja, croyez-moi. Alors bien sûr, j'aime bien travailler en saison. Là, il y a des plats comme ça qui sont un peu intemporels, même si vous allez vous attendre à des petites variations de cartes au fil du temps. Comptez sur moi. Mais là, en ce moment, on est en automne et j'ai fait un parmentier d'automne. Quelle est la différence avec un hachis parmentier classique? C'est l'ajout de potimarron dans la purée pour donner cette teinte orangée, cette sucrosité particulière et ce goût typique de l'automne qu'on apprécie tant. Sinon, vous êtes sur les traceurs du parmentier ultra classique, comme vous pouvez attendre que votre grand-mère le fasse. Voilà, on est dans du tradi-tradi. On a fait le ménage dans les burgers, on a gardé le cheeseburger, parce qu'il est super bon, classique et de bon goût, mais, alors là, je pense qu'il va y avoir des heureux, le hambourgeois revient. Et là, il est là à la carte, hein, il est définitif, donc c'est plus une série limitée. Pour ceux qui rageaient d'avoir raté ce burger en édition limitée que j'avais fait cet été, bah ça y est, il est là, vous allez pouvoir le découvrir. Alors je vous rappelle ce que c'est. On est sur un steak végétal travaillé à la ciboulette et à l'échalote avec un bon au grain, une mayo à la moutarde de Meaux, cheddar végétal fondu, une duxelle de champignons, un confit d'oignon au vin rouge, une roquette vinaigrée et c'est servi avec pommes de terre et salade. Bref, que du bon. Alors, de grâce, ne vous privez pas. On continue, bah oui, on continue. Hein. La carte, elle est précise, mais elle est diversifiée. Là, on passe sur un autre truc de street food où je me suis un petit peu lâché. C'est le Berliner hot dog. Mais alors, vous avez, je l'espère, et j'en suis quasiment persuadé, jamais mangé un hot dog comme ça. Parce que déjà, on n'est non pas sur un pain bun allongé, mais sur de la brioche carrée, fendue en deux, qui est passée sur la plancha avec un peu de margarine pour donner un côté gourmand. On a ce côté toasté, légèrement pain perdu. À l'intérieur, on a une sauce à la berlinoise façon currywurst, de la choucroute poêlée, une saucisse végétale qui est très proche de la knack. On a une petite finition bretzel et une sauce fromagère décadente. Bon, bref. C'est assez sale, je vous garantis pas que vous puissiez le manger avec les mains, mais comme on est civilisé, dans ce restaurant, on sert avec des couverts, donc n'hésitez pas à garder votre dignité. Mais en tout cas, je vous promets un grand moment de bonheur et d'extase en bouche. Bon, je vais finir par un autre plat qui me tenait vraiment à cœur, c'était de servir une galette dans une inspiration un peu plus traditionnelle française, bretonne, parce que ici, depuis un bon bout de temps, ils servent crêpes et galettes, très bonnes, certes, mais il n'y avait pas l'identité que je cherchais. Donc, j'ai eu le feu vert. Allons-y. On a la galette au sarrasin classique, avec du jambon végétal, du fromage fondu, des petits champignons qui sont sautés, la compotée d'oignons, et puis c'est servi avec un peu de salade. Très simple, efficace, classique. Franchement, il nous manque juste l'œuf sur le plat pour avoir la complète un peu décadente. Mais bon, là, l'œuf sur le plat végétal, on en reparlera bientôt, mais pas pour l'instant. Et j'ai failli oublier, dans les entrées, il y a la soupe du jour. Et la soupe du jour, c'est une soupe, effectivement, qui est saisonnière. Et je suis parti sur un grand classique français, la crème du Barry. Et si vous ne connaissez pas, c'est un velouté de chou-fleur. Alors, de mémoire, c'est le cuisinier de Madame du Barry qui avait créé cette recette pour le roi Louis XIV. Donc voilà, on est bien, on est en toute simplicité. C'est une soupe de chou-fleur, mais qui a la classe. Je vous montre la petite soupe. Enfin, la du Barry, quoi. Regardez, regardez-moi ça. C'est pas beau. On a des croûtons, on a un peu de cerfeuil. On est sur une crème très onctueuse, légère et lisse. Vous m'en direz des nouvelles. D'ailleurs, je vais la goûter, rien que pour vous, voir si elle est bien. On a tout ce qu'il faut. L'odeur. Oh, l'odeur. Ça passe côté chou-fleur de cantine, je vous rassure, mais pas du tout. Hein. Un petit peu de noblesse dans cette cuillère. J'ai tout. Le cerfeuil, le crouton. La texture en bouche. Ah, c'est pas pour me vanter, parce que finalement, j'ai rien inventé. Je l'ai végétalisé, mais c'est un classique. Et cette onctuosité, ce crémeux, cette texture fluide, sans aucun morceau, aucune aspérité,
c'est magique. On est vraiment sur une crème. Ça porte bien son nom. Ok, on continue. Hein. Je ne vais pas juste vous montrer une soupe. Je vous ai vanté ce filet à la sauce moutarde estragon. Il est là. Je peux pas résister. J'ai envie de dire goûter, voir comment c'est bien maîtrisé. Normalement, c'est que du bonheur. Allez, là j'ai hâte. Franchement, pour moi, le mélange de crème, d'estragon et de moutarde, c'est magique. Et c'est pas tant utilisé l'estragon en cuisine, ce qui est dommage, parce que c'est une herbe qui est très puissante, qui a vraiment un caractère, une authenticité que je trouve appréciable et vraiment originale. Donc, j'espère que vous aimez l'estragon, parce que là, c'est le moment de se régaler. Il y a la texture du blanc. Waouh! Bien doré à l'extérieur, tendre et presque juteux à l'intérieur. Waouh! Allez, voyons les petits légumes. Pommes de terre, carottes, un peu d'oignon, des haricots verts, une pointe d'ail, quelques épices. Qu'est-ce que c'est bon! C'est des plats simples, mais qui ont de l'authenticité, qui ont quelque chose de gourmand, d'honnête. Ça en met pas plein les yeux, mais par contre, ça fait travailler les papilles. Je vais vous montrer un dernier plat. Voilà, hein, je vais pas manger toute la carte, faut pas exagérer. Heureusement, je partage. Je peux pas résister à ça, le Berliner hot dog. Comme je vous l'ai dit, les couverts sont de mise. On n'est pas sur la street food à emporter, on est sur le plat réconfortant posé, servi à l'assiette. Et on comprend pourquoi. Bon, j'ai une certaine impatience de mordre dedans, hein, je vous l'avoue, et je vais pas me gêner. Dignité admis, hein. Faut que vous goûtiez, vous comprendrez. Je vais pas en dire davantage. Venez goûter. Bon voilà les amis, c'était un tout petit échantillon, hein, là devant vous, de plats que j'ai conçus pour le resto. Et j'espère que vous les apprécierez, parce que j'ai mis vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur et de l'attention pour essayer de faire des plats que vous ne trouverez pas ailleurs et qui est justement le genre de profil de cuisine que j'ai envie de retrouver. Quand on vient en France et à Paris, on a envie d'avoir un esprit français et sortir peut-être des archétypes de la cuisine végane où on n'a que du burger, de l'asiatique. Vous voyez ce que je veux dire, hein, on a une belle cuisine. Comment l'adapter? Eh ben, on a des bons produits maintenant qui nous permettent d'aller un petit peu plus loin et j'ai essayé de tirer le meilleur pour le faire. Et ce n'est que le début. Je peux vous le dire d'entrée de jeu, bientôt on aura un plat du jour en rotation dans le restaurant qui changera quotidiennement et qui changera par saison. Bref, il y a encore plein de travail, mais déjà c'est riche, c'est dense, ça change et j'espère que vous allez vraiment apprécier. Donc voilà, l'idée c'était pas juste vous faire non plus que la promotion du restaurant, mais vous montrer aussi que dans mon travail, il y a tout cet aspect de création de plats pour être à un niveau un peu plus professionnel, mais surtout pour vous donner de plus grands plaisirs. D'ailleurs, il y a un truc qui m'intéresserait, c'est quel serait pour vous le plat français emblématique que vous aimeriez retrouver dans un restaurant à Paris? N'importe quoi, allez-y, lâchez-vous. Un truc qui vous tient à cœur, hein, peut-être une Madeleine de Proust, quelque chose qui fait partie de votre culture, que vous ne retrouvez pas dans les restos que vous n'avez jamais vu, ou peut-être vu mais pas satisfaisant. Allez-y, lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi quel est le plan emblématique et je verrai si il y a moyen de faire quelque chose, si ça intéresse le resto qu'on le mette à la carte. On en parle, hein, n'hésitez surtout pas. Aujourd'hui, on va tester une nouveauté de chez La Vie. Et oui, après le bacon, les lardons et le jambon qui sont des réussites incontestables, ils sont passés sur une autre forme de produit
toujours dans leur esprit d'essayer de remplacer la viande de porc, mais là, on les attendait pas forcément là-dessus. Ils ont fait des boulettes. Et donc, ces deux nouvelles références qui arrivent, que voici dans son petit sac rose habituel. D'un côté, nous avons ici le Spicy Asian, et de l'autre, le Italian Style. Alors bien sûr, vous pourrez me dire, mais bon, des boulettes, ça fait 15 ans qu'on a des boulettes véganes en tout genre. C'est pas super innovant. J'entends et j'aurais même le même réflexe. Sauf que, une fois de plus, la vie est vraiment spécialisée dans le remplacement de la viande de porc. C'est vraiment leur truc. Et les boulettes à base de porc, ça se fait en Asie, ça se fait aussi en Italie. Donc c'est assez pertinent. Je ne sais pas exactement si on va retrouver une texture similaire à ce qu'on connaît et que bon, finalement, c'est pas fou, ou c'est du moins au même niveau que les autres, ou est-ce qu'ils apportent une vraie différence en termes de goût et de texture? On va le savoir dans un instant. Alors, je viens d'ouvrir les sachets. Ouh, ça sent fort. Waouh! Assez aromatisé, hein, c'est sûr. Déjà, on a 8 boulettes. L'autre aussi, je suppose. Ouais, 8. Je vous montre une boulette, comme ça, crue. Voilà. Elles sont assez blanches, on va dire. Hein. On est bien sur quelque chose qui fait penser à une viande blanche. Encore une fois, le nez est particulièrement puissant. Donc je suppose que le goût va être en adéquation. Sous le doigt, c'est relativement dense, mais elles sont légères. J'ai pas un truc très pesant. L'autre, est-ce que c'est la même? Le visuel est identique, pas la peine de vous remontrer. Je vais faire cuire ça à la poêle. On va regarder la méthode, et puis on va goûter. Donc, 1 minute au micro-ondes, je ne suis pas concerné. À la poêle chaude avec un peu de matière grasse, 8 minutes. Ça va être la méthode. Mais sinon, on peut aussi les faire réchauffer au four. Voilà, 8 minutes au four. Bref, ce sera la poêle avec de la matière grasse. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, j'en faire que la moitié de chaque, hein. Faut pas exagérer. Ça, ce sont les boulettes Spicy Asian. Et ensuite, je vais mettre à côté, sans les mélanger, les Italian Style. Voilà. Bon, bien sûr, il va falloir les retourner de temps en temps. Oh, ça commence à prendre une belle couleur. Ouais, ça va être bien, ça. Je le sens bien. Et voilà. Donc, ici, les Spicy Asian et ici, les Italian Style. Ça s'est bien comporté, ça s'est pas délité à la cuisson. Les 8 minutes me semblent un peu en trop, enfin ça aurait été un peu plus court. J'ai l'impression que c'est un peu surcuit en surface. Pourtant j'étais à feu très doux. Mais en tout cas, ça donne envie et ça sent très bon. Alors, je vais commencer par l'italienne parce que Spicy Asian, je pense que c'est plus fort, on verra. Alors voilà la tête de la boulette une fois cuite, bien dorée en surface. Non, en fait, quand je parlais un peu de surcuisson tout à l'heure, non, c'est très partiel, c'est pas du tout brûlé, quoi. Une bonne odeur d'aromates qui font effectivement penser aux traceurs un petit peu, origan, tomate, enfin, à l'italienne, quoi. Bon, voyons. Ok. Pas mal du tout. Alors honnêtement, par rapport aux autres boulettes qu'on trouve sur le marché en France, c'est très différent, la texture n'a rien à voir. C'est plus tendre, c'est moelleux. Alors c'est pas non plus de la purée, hein, ça n'a rien à voir. Il y a de la mâche, mais ça évoque quelque chose moins juteux, un peu plus sec et à la fois un peu plus gras. Ouais, c'est un peu contradictoire, j'avoue. Mais on a ce côté souple et tendre avec une mâche satisfaisante. Et parlons quand même du goût. Là, pour la Italian Style, c'est assez puissant. Ils n'ont pas été timides sur l'aromatisation. Ça a du goût, ça a du caractère. C'est bon. Et ça, effectivement, sur un plat de pâtes, avec la sauce tomate, ouais, bah oui, on voit tout de suite où ça peut aller, et avec une grande cohérence. Là, Spicy Asian. Oh, la belle boulette. Alors là, le nez est très différent.
Je sens plus le côté sauce soja, etc. Allez, hop. Alors clairement, en termes de goût, rien à voir avec l'italienne. Il n'y a même pas de cousinage. La texture est commune, ça, je m'y attendais un peu. Mais en termes de goût, waouh, là on a plus ce côté asiatique avec le gingembre. Le spicy, bon, j'ai du mal à évaluer. Pour moi, c'est pas du tout pimenté. C'est pas épicé à ce sens-là. Par contre, oui, il y a des épices, oui, il y a des saveurs. La note est légèrement poivrée. Le gingembre est assez assumé. C'est très, très, très bon. Et ça, effectivement, pour accompagner une garniture, style un riz sauté ou des nouilles avec des petits légumes, enfin, ou même peut-être même dans une soupe. Je sais pas si elle tiendrait le contact d'un bouillon chaud, je sais pas. Mais j'imagine bien ça un peu version dumpling, quoi. C'est très bon. Conclusion de la dégustation. Alors, très honnêtement, j'ai trouvé que les 2 boulettes étaient assez réussies, avec un vrai caractère, avec une mâche qui est originale, différenciante. Donc ça apporte un petit plus. Alors c'est vrai, très sincèrement, que j'aime beaucoup les produits La Vie, comme le bacon ou le lardon, même le jambon. C'est des trucs qui sont innovants, ultra quali, très réalistes en soi, et qui, moi, m'inspirent dans mes cuisines. Là, on est sur notre démarche, on est plutôt sur quelque chose à réchauffer, qu'on va pas cuisiner, qu'on va intégrer dans un plat. Donc, on est plus sur le côté facile que sur le côté créatif. Et du coup, je suis pas forcément la meilleure cible, même si j'aime beaucoup les simili carnés juste à réchauffer. C'est vrai que ça m'excite moins. Cela dit, je ne peux que reconnaître la qualité du travail et surtout d'avoir ce courage d'assumer des goûts francs qui sont honnêtes, reconnaissables et typiques. Donc, en ça, bravo La Vie, continuez. J'aimerais bien un jour, honnêtement, que La Vie s'attaque au problème des saucisses, des knacks. Avoir une saucisse végétale digne d'une charcuterie alsacienne, moi je me dis, il y a quelque chose à faire. Parce que pour l'instant, on est comme dans les choses sympathiques, mais pas abouties. Pas abouties. Donc il y a encore des défis à relever pour La Vie. Bien, encore une superbe série disponible sur Apple TV+. Il s'agit de Franklin. Et Franklin, c'est l'histoire de Benjamin Franklin. C'est magistralement interprété par Michael Douglas et c'est hyper délectable. C'est une série qui est en 8 épisodes, donc on ne s'engage pas non plus sur quelque chose de très très long. En tout cas, quand on aime le côté série en costume, l'ambiance 18e siècle est très bien retranscrite et on en prend plein les yeux. Alors, on va mettre les choses quand même au clair. Il s'agit de l'adaptation d'un roman autour de la vie de Benjamin Franklin et de son passage en France pour convaincre le roi de France de s'engager afin d'assurer l'indépendance des États-Unis face à l'Angleterre. Donc historiquement, on est dans les clous. Mais c'est un roman, donc il y a beaucoup de libertés qui sont prises, à savoir que, et c'est pas vraiment du spoil, mais on va voir la série commencer au moment où Benjamin Franklin arrive sur les côtes françaises, accompagné de, non pas d'un autre Américain délégué par le Congrès pour obtenir le soutien de la France, mais par son petit-fils, ce qui est totalement inexact. Donc on commence déjà sur un postulat qui, historiquement, est faux. Mais ça n'en retirera rien par la suite, parce que tous les événements qui seront relatés correspondent effectivement à la réalité, même si c'est romancé. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette série, c'est le fait que ça se passe en France, qu'il y a des acteurs français et qui parlent français la majorité du temps. Donc on est sur une série qui est un peu bilingue, même si l'anglais l'emporte par moments, dans des moments où on se dirait
Mais pourquoi il se parle anglais à ce moment? C'est pas très cohérent. Mais dans l'ensemble, ça passe. C'est pas choquant, mais surtout, voilà, on n'est pas sur une série où tout est en anglais non-stop, alors que tout se passe en France, à la cour de France, et que, bon, l'anglais n'est pas très courant non plus, faut pas exagérer. Bon, aussi, le personnage de Franklin est aussi avec pas mal de liberté. Le roman, hein, qui nous recrée un personnage. Il faut savoir qu'historiquement, Benjamin Franklin était quelqu'un qui avait des règles de vie, une hygiène de vie relativement stricte, avec une discipline. D'ailleurs, si vous cherchez sur Internet, vous trouverez assez facilement ces règles. Et dans ces règles, il y a entre autres le végétarisme. Alors là, c'est pas du tout le cas. Il mange de la viande. Et puis il y a la sobriété, donc pas de consommation d'alcool, et puis avoir une tenue morale assez chaste. Bon, là on a quand même un vieux libidineux qui picole beaucoup et qui mange de la viande. On est très 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 loin de la rigueur morale du vrai Benjamin Franklin. Il faudra faire avec cette vision particulière qui donne finalement un certain relief au personnage dans la série, mais qui s'éloigne de la réalité. Pas grave, on va regarder ça comme un moment de distraction en apprenant quand même quelques faits historiques incontournables. Donc, je vous recommande cette série, quoi qu'il en soit, parce que le moment passé a été excellent et je suis sûr que vous aussi, vous apprécierez. Bon, j'avoue, ça fait quelques jours, voire une bonne grosse semaine que j'ai en tête un croque-monsieur. J'ai envie de faire un croque-monsieur. Ben oui, voilà, ça arrive même au meilleur. Des envies bizarres. Quoi qu'il en soit, quand j'étais malade, j'avais pas forcément très envie de courir les magasins après des tranches de jambon végétal et du fromage, etc. Donc, j'étais patient, mais ça y est, j'ai tous les ingrédients et le jour du croque-monsieur est venu. Bon, sauf que forcément, on va pas faire juste des tranches de pain de mie avec du jambon, du fromage et... Non. On va juste donner un petit twist, un truc un peu plus rustique, un peu plus...
Ouais. Vous l'avez compris, on veut du sale, on veut de la food porn, on veut un truc réconfortant. Enfin, moi, c'est ce que je veux et je suis sûr que ça doit déjà titiller votre imagination à la simple idée de pouvoir mordre là-dedans. Eh bien, sachez que moi aussi, et j'ai hâte. Let's go. Ah ouais, c'est coquin, hein, je peux pas dire le contraire. Ah oui. Alors, déjà, comme toujours, le choix du pain est primordial. Choisissez un pain au levain frais, artisanal, de qualité. Vous ressentirez vraiment la différence quand vous allez constituer un sandwich chaud ou froid, comme d'habitude. Et dans cette idée de croque-monsieur toasté à la poêle, c'est pareil. C'est très important d'avoir un très bon pain. Donc là, on est bien. Il est nourri à cœur avec cette béchamel fromagère. Alors pour info, juste pour votre culture, une béchamel dans laquelle on rajoute du fromage s'appelle une sauce Mornay. Voilà, c'est pas une béchamel. Mais bon, qu'importe, vous avez compris, on veut cette sauce blanche, généreuse, gourmande, qui vient bien imprégner toutes les alvéoles du pain et nourrir en profondeur. Ça a presque une texture de pain perdu, c'est vous dire, tellement c'est gourmand. Oui. Le jambon poêlé, c'était une idée que j'ai eue un peu saugrenue, mais j'avais envie d'avoir quelque chose de vraiment chaud et avec une texture un peu plus ferme, qu'on ressent plus à la mâche. Et faire un petit insert de tranche de cheddar végétal à l'intérieur, pourquoi se priver, hein? Donc ça fonctionne très bien. L'oignon qui est juste caramélisé comme ça donne un petit peu de contraste dans ce côté très, je vais pas dire écœurant, parce que ce n'est pas écœurant grâce justement à l'alchimie complète de tous les ingrédients. Mais ça pourrait. Donc ça, c'est un garde-fou d'avoir cet oignon confit qui vient trancher dans l'ensemble. Bref, que du bonheur. Bon, bien sûr, histoire de vous donner bonne conscience, je vous recommande de servir ça avec une petite salade verte à côté, hein, ou une petite soupe de légumes, hein, juste pour l'équilibre global, hein, que ce soit harmonieux, parce que là, on est sur du fat, et j'aime ça. Et voilà. C'est une fin de journal. Bon, avant de vous quitter, j'ai envie de partager avec vous une petite actu que j'ai vue passer il y a quelques jours, à savoir que c'est officiel, le mot vegan est entré au dictionnaire de l'Académie française. Et oui, messieurs, dames. Donc, c'est un point, je trouve, symboliquement assez important, puisque le mot a enfin une existence légale, officialisée par l'organisme qui gère la langue française. Donc, à savoir, donc maintenant, que le mot vegan s'orthographie V-E accent aigu, G-A-N avec un N prononcé sur sa finale, vegan avec un E à la fin, c'est donc le féminin, et véganisme est aussi rentré au dictionnaire de l'Académie française. Et je sais, vous me direz, mais c'est déjà entré dans les dictionnaires depuis quelques années, à savoir le Larousse ou le Robert. Il y a une petite nuance, ce sont des éditeurs indépendants, Larousse, Robert, et ils ont une éditoriale, ils n'ont pas de compte à rendre, ils mettent ce qu'ils veulent dans leur dictionnaire. Donc, tant que l'Académie française n'a pas donné son feu vert, on va dire que c'est pas officiel, ce sont des suggestions qui s'adapte à l'usage de manière plus ou moins rapide. Bon bref, voilà, je trouve que c'est à la fois anecdotique et à la fois super bien. Donc maintenant, on sait comment l'écrire sans faire de faute d'orthographe. Il va falloir que je fasse un effort parce que moi j'ai toujours utilisé l'anglicisme sans accent. Bref. Et maintenant, avant qu'on se quitte, n'oubliez pas que vous pouvez me soutenir sur Tipeee, que vous pouvez aussi le faire en devenant membre de la chaîne. Et puis aussi, de base, les pouces, les commentaires, l'abonnement pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne. Et puis, c'est déjà pas mal. Donc on se retrouve, allez, j'espère que tout va bien, la semaine prochaine sans faute pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Tchuss!